Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Luc Hébert. Je suis votre hôte pour les balados les plus douloureux de notre deuxième saison d'épisodes en français. Le balado le plus douloureux vous est présenté par le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. Il vise en fait à vous informer, à informer les vétérans, leurs familles, les cliniciens, les chercheurs sur la douleur chronique, mais aussi et surtout à proposer différentes solutions pour mieux la gérer. Alors, bienvenue à la deuxième saison de Balado-diffusion en français. Lors de la première saison, on avait discuté, entre autres, de l'importance de la réadaptation et de la physiothérapie dans la prise en charge de la douleur. Nous avions aussi discuté de certaines interventions non pharmacologiques qui ont fait leurs preuves pour traiter la douleur et améliorer la qualité de vie des personnes et en particulier, évidemment, des vétérans. On avait aussi discuté de l'importance dans le traitement de la douleur chronique chez les vétérans, de mieux comprendre l'importance de l'identité et de la culture militaire et aussi d'utiliser une approche un peu plus holistique, donc un modèle qui considère les volets biologiques, psychologiques, sociologiques et même spirituels en lien avec la douleur chronique. Alors, lors du dernier balado, nous avions aussi discuté des différents types de douleurs et de la neuroplasticité dans le traitement de la douleur chronique. Et en fait, aujourd'hui, pour aller un peu plus loin dans cette même perspective de traitement de la douleur chronique, on va plus spécifiquement aborder un site de douleur qui est assurément très fréquent et en particulier au sein de nos vétérans canadiens, la douleur lombaire. Alors, j'ai un invité aujourd'hui tout à fait approprié pour vous en parler parce qu'en plus d'être physiothérapeute, c'est un professeur et un chercheur dont les travaux de recherche se concentrent justement sur les stratégies de gestion de la douleur et en particulier de la douleur chronique. Alors, c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui le professeur Yannick Tousignan-Laflamme. Il est professeur titulaire en physiothérapie à l'Université de Sherbrooke et il est chercheur au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Alors Yannick, bienvenue à l'émission. Je suis vraiment content de te recevoir. Bien, merci beaucoup, Luc. Tout le plaisir est pour moi. Là. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Oui. Alors, écoute, Yannick, pour les bénéfices de nos auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter, nous donner une petite idée de ton parcours? Oui, donc, comme tu l'as dit, là, je suis physiothérapeute de formation. J'ai diplômé il y a plus de 20 ans à l'Université d'Ottawa. J'ai travaillé comme clinicien avant de faire de la recherche. J'ai travaillé comme patient tous les jours à temps plein, particulièrement des gens qui ont des problèmes douloureux persistants ou chroniques. Ma première année fut plus en milieu hospitalier, puis par la suite, j'ai œuvré plus dans des cliniques externes, cliniques privées où j'ai vu différentes clientèles. Par la suite, j'ai toujours aimé communiquer, aimé enseigner. Hein, c'est une des choses qu'évidemment, on fait quand même beaucoup avec les patients. Puis j'ai poursuivi ma carrière, ma formation, je devrais dire, en recherche. Donc, j'ai fait une maîtrise, un doctorat à l'Université de Sherbrooke. Puis évidemment, vers la fin de mon doctorat, il y a un programme qui a été mis en place à l'université. Et je suis prof, là, comme tu l'as bien expliqué, depuis 2008. Puis oui, ma recherche là, est vraiment ancrée sur ce que j'ai le plus aimé lorsque j'étais clinicien, c'est-à-dire la douleur persistante. En l'occurrence, la lombalgie, tu l'as bien nommé aussi, c'est quand même assez prévalent. Hein, c'est ça. Bien évidemment, parcours intéressant, parcours à la fois clinique qui t'a amené en recherche, donc de toute évidence, des connaissances de terrain qui t'ont permis d'amener, j'imagine, ta programmation de recherche. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu de ta programmation de recherche. Tu travailles sur la gestion de la douleur et en particulier la douleur lombaire. Puis on sait que c'est un problème musculo-squelettique qui est extrêmement prévalent chez nos vétérans canadiens. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ta programmation de recherche, Yannick. En fait, moi, je vois ma recherche comme un moyen indirect de faire de la clinique. Fait qu'au lieu d'intervenir directement auprès des patients, j'interviens ou je fais de la recherche auprès ou au service des cliniciens. C'est complexe. Hein? La douleur en général, c'est complexe. Trouver des solutions pour un problème aussi important et complexe que la lombalgie, ça prend plusieurs perspectives, plusieurs avenues. Puis moi, ma mission que je me suis vraiment donnée, c'est vraiment d'outiller les cliniciens à mieux intervenir auprès de leurs patients. C'est intéressant ce que tu dis là, Yannick. Tu dis c'est ma façon de continuer à faire de la clinique. Alors, de toute évidence, il y a des retombées dans ce genre de projet de recherche-là. Mais dis-moi, pourquoi t'es intéressé en particulier à la lombalgie?
Ou aux troubles du rachis en particulier, parce que la douleur, ça touche plusieurs articulations. Clairement, la douleur, c'est pas strictement relié au rachis, que ce soit au cou ou au dos, etc. Ça concerne plein d'articulations et de structures anatomiques, mais je m'intéresse à ça. Pourquoi? Parce que même si, quand j'étais clinicien, même si mes patients arrivaient tous avec un diagnostic similaire, qui ressemble à quelque chose qui peut être lombalgie ou entorse lombaire ou autre, mais tout le monde était différent, tout le monde avait un profil différent et il fallait que... C'était un beau défi de s'efforcer de trouver des stratégies personnalisées pour chacun de ces patients-là, chacune de ces personnes-là. Puis l'autre raison, c'est, je vais utiliser le terme anglais, reward, là, la récompense qu'il nous a donnée par ces patients-là, elle est excellente. Ça veut dire qu'elle n'est pas instantanée. Hein. C'est pas facile de trouver toujours des solutions rapidement avec le patient. Mais quand on en trouve ensemble, en co-construction, en co-développement, c'est la récompense, le retour sur l'investissement, façon de parler, qu'on peut avoir est vraiment excellent. Puis ça a toujours été ma clientèle favorite. Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis quand tu étais comme clinicien, tu essayais de trouver, dans le fond, des solutions un peu personnalisées. On parle beaucoup de médecine de précision dans des dernières années, et puis ça s'applique à plusieurs champs dans le domaine de la santé, dont la physiothérapie. Et de toute évidence, c'est un peu ce que tu essaies de mettre en pratique dans tes projets de recherche. Puis, il y a un petit oiseau qui m'a dit que tu avais déjà fait de la recherche auprès des membres des Forces armées canadiennes ou des vétérans. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. C'était comment, dans quel contexte tu en es venu à t'intéresser à la clientèle militaire? Oui, donc en 2015-2016, 8-9 ans environ, il y a un membre des Forces armées canadiennes qui s'appelle Anya Franz. J'ai pas son titre exact par cœur. Que je connais très bien. Que tu connais très bien, qui est physiothérapeute, qui a décidé d'entreprendre une maîtrise de type recherche, et j'ai supervisé ses travaux. Puis tous les deux, on avait un intérêt envers la gestion des troubles du rachis. Puis évidemment, Anya, son projet voulait vraiment le faire auprès des membres des Forces armées canadiennes. Donc, c'est dans ce contexte-là, elle m'a approché, on a une co-direction, puis on a fait un projet de recherche sur une base militaire en Ontario, où on a comparé deux stratégies, si on veut, pour gérer la douleur aiguë, donc des militaires, des membres qui revenaient de mission. Donc, on a comparé des membres qui avaient une approche A avec une approche B, puis pour voir s'il y avait une différence entre les deux en termes d'efficacité et aussi en termes de vitesse vitesse, c'est peut-être pas le mot plus juste, mais comment ça prend de temps avant que ça marche. C'est ça. Donc, pas juste l'efficacité au niveau de la réduction, mais après, c'est-tu rapide comme effet. Et on a documenté des résultats somme toute assez positifs. C'est ça. Puis je comprends que, dans le fond, on avait des résultats à court terme. On parle de 1 ou 3 mois après le début des interventions. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est qu'il y a un groupe où est-ce qu'on a utilisé un facteur pronostic, puis peut-être qu'on en reparlera un peu tantôt, qui est la notion de direction préférentielle. Ça veut dire que les gens qui se présentent, là, qui ont une lombalgie, pas tout le monde, mais dans bien des cas, les gens vont avoir une direction préférentielle. Ça veut dire que quand ils vont se pencher dans une direction, ça va être pire, puis de l'autre côté, ça va être mieux. Donc, il y en a une qui préfère, si on veut. Mais ce qu'on voulait voir, c'est lorsqu'on introduit cette notion-là dans le processus d'évaluation du clinicien, que systématiquement, il va documenter ça et qu'il l'utilise, parce que comme je disais, c'est un facteur pronostic. Hein, donc, si la personne a une direction préférentielle, ça nous dit que on devrait utiliser cette direction-là, que ce soit se pencher vers l'avant ou vers l'arrière pour gérer ses symptômes. Puis dans l'autre groupe, on a utilisé l'approche usuelle, c'est-à-dire que cette approche-là d'identifier une direction préférentielle n'était pas utilisée. Puis ce qu'on a vu, à 1 mois puis à 3 mois, c'est que le groupe dans lequel on a systématiquement évalué le patient pour la présence d'une direction préférentielle et qu'on a utilisé cette direction préférentielle-là comme moyen de traitement, ils se sont améliorés plus et surtout beaucoup plus vite que l'autre groupe. Donc, les deux groupes sont allés en physio. Les deux groupes se sont améliorés. La physiothérapie, ça a aidé ces gens-là à récupérer leur niveau de fonction puis à s'améliorer au niveau de la douleur. Mais il y a eu une différence d'efficacité en termes d'ampleur et surtout en termes de réponse temporelle. Donc, ça a été plus vite dans un groupe que dans l'autre. Très intéressant ce que tu racontes là. Je vois qu'il y a de la cohérence dans tes propos. On parle de médecine adaptée ou de physiothérapie adaptée aux patients.
Puis, dans le fond, ça m'amène à une question. Tu sais, souvent, on se demande, il se fait de la recherche, les gens le savent, mais on se dit toujours, est-ce que c'est utile? À qui, puis à quoi ça sert finalement la recherche? Puis, justement, pour connaître un peu ta programmation de recherche, il y a un aspect que je trouve intéressant qui répond à cette question-là parce que, effectivement, en recherche, tu vises, tu l'as dit d'entrée de jeu au début de notre entretien, que tu visais surtout à outiller les cliniciens pour qu'ils ou qu'elles puissent mieux intervenir auprès de leurs patients. Alors, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Comment toi et ton équipe, là, vous arrivez à faire ça, c'est-à-dire à réaliser cet objectif-là? C'est une belle mission. Puis, on souhaiterait que ce soit toujours comme ça parce que les cliniciens veulent donner des traitements de pointe, des traitements efficaces. Alors, comment tu arrives à faire ça, toi, à réaliser ça avec ta programmation de recherche? Ben, je pense qu'on se colle sur la réalité clinique. Puis dans le fond, là, je parle, je vais dire les patients, ce qu'ils veulent savoir, mais moi, là, quand je suis patient, là, parce que des fois, je suis de l'autre côté. On est tous patients à un moment donné. C'est quoi qu'on veut savoir? On veut savoir qu'est-ce qui se passe, puis quand est-ce que ça va partir. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est des informations de nature diagnostique. Et le quand est-ce que ça va partir, c'est des informations de nature plus en lien avec le pronostic. Hein. Qu'est-ce qui va advenir de ma condition? Exact. Et surtout, pour le clinicien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que cette problématique-là s'atténue ou disparaisse idéalement? Donc, j'ai deux volets de recherche qui répondent à cette mission-là. Le premier volet, c'est plus pour essayer vraiment d'accentuer le diagnostic vers quelque chose qui est un petit peu plus compréhensif. Excusez, c'est un anglicisme, mais un petit peu plus complet que souvent le libellé diagnostic qu'on a. Hein. Vous allez voir, juste dire qu'on a une lombalgie. Oui, je dire qu'on a une lombalgie ou une entorse lombaire ou etc. Ouais. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire, tu sais, ce qu'on a fait 6 ans d'études pour être capable de faire ce diagnostic-là, c'est-à-dire le patient me dit qu'il a mal au dos, donc sur un papier, j'écris qu'il a mal au dos. Ouais. C'est pas très utile en bout de ligne. C'est pas très utile en bout de ligne. C'est utile pour catégoriser, mais pas utile pour le patient. Donc, ce qu'on sait, puis c'est basé sur mon expérience clinique, basé sur la littérature, ce qu'on a fait, c'est dans les dernières années, j'ai développé un modèle de gestion des vecteurs de douleur et d'incapacité. Puis les vecteurs, en anglais, on l'a baptisé driver. En fait, c'est oui. qui drive les symptômes puis l'incapacité de cette personne-là. Donc, les gens nous consultent parce qu'ils ont mal au dos. Parfait. Il y a différentes causes avec ce mal de dos-là, mais on ne regardera pas exactement est-ce que c'est une vertèbre, est-ce que c'est une facette ou une structure très, très isolée. On va dire, OK, la douleur est au dos, il y a potentiellement une ou plusieurs structures qui pourraient augmenter ça. On va aussi voir, est-ce que le système nerveux ne pourrait pas être une cause des symptômes? Parce qu'on le sait, hein, la douleur, c'est ce qu'on perçoit, mais à l'origine du système nerveux, elle passe par le système nerveux. Donc, c'est complexe. C'est vraiment complexe. Les patients aussi, souvent, ils ont mal au dos, mais ils peuvent avoir d'autres problèmes de santé, d'autres comorbidités physiques ou reliées à la santé mentale qui viendraient augmenter le volume ou driver un peu les symptômes. Puis des fois, quand on est des humains, on a des émotions, on a des cognitions, on pense, on peut avoir des comportements qui ne sont pas toujours adéquats. Et là, ça peut aussi devenir un driver de douleur et d'incapacité. Donc, l'idée, c'est de regarder, de mettre tous ensemble pour que le clinicien puisse dresser un portrait complet du patient. OK, mon patient a mal au dos, il y a sûrement une structure ou il y a une structure qui a peut-être été identifiée avec un test d'imagerie. Dans certains cas, ça arrive, c'est ça. Mais qu'est-ce que je peux faire de façon biopsychosociale pour aider mon patient à mieux gérer cette douleur-là? Est-ce que c'est avec des... C'est ça, vas-y. Non, mais tu l'as bien dit, en fait, c'est que comme c'est complexe, il y a plusieurs composantes qui vont contribuer à produire cette douleur-là. Puis on sait que la douleur, c'est émotif, hein, c'est la perception d'un symptôme qui n'est pas agréable. Et, généralement. C'est ça. Et c'est ce que je comprends, c'est que tu arrives, toi, dans ton approche, à identifier les différents morceaux du casse-tête. Et il y en a qui sont plus importants que d'autres. Oui, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Puis ces morceaux de casse-tête-là, ils vont parler aux cliniciens.
Donc là, le clinicien va dire au patient, ben, c'est peut-être pas juste un exercice spécifique. Je vais prendre l'exemple que je donnais tantôt en lien avec la direction préférentielle. Hein, vous êtes pire quand vous penchez par en avant, donc on va arrêter de se pencher, puis vous êtes mieux lorsque vous faites de l'extension, donc vous allez faire de l'extension. Bien ça peut régler une partie de la problématique. Mais si la personne elle se limite beaucoup, elle a beaucoup de crainte ou de peur ou qu'il y a des grosses réactions émotives en lien avec ça, bien, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui cause ça, puis est-ce que ça devient un obstacle à la récupération. Donc, c'est ça. Donc, puis en fait, si je comprends bien, c'est qu'évidemment, en fonction de chacun des morceaux du casse-tête, ben, on a différents outils ou différents types d'interventions qui sont à la disposition des cliniciens. Ça peut être pharmacologique ou non pharmacologique? Ou... Oui, bien, le modèle, on l'a fait vraiment dans une optique non pharmacologique, hein, fait pour les cliniciens physio en réadaptation, si on veut. Puis on sait que c'est le non pharmacologique là, qui est notre quotidien. Cependant, si votre patient ne dort pas, si votre patient a des évidences fortes de douleurs neuropathiques qui proviennent du système nerveux, bien, ça peut permettre aussi aux cliniciens de faire un petit appel au médecin et de dire « Docteur Untel, je pense que votre patient il pourrait bénéficier d'une approche pharmacologique parce que j'ai vu X, Y, Z. » Le médecin, le prescripteur va décider s'il prescrit ou pas. Mais on peut venir comme soutien, conseil au médecin à ce moment-là. Tout à fait, comme approche complémentaire pour nous aider pendant quelque temps à dormir mieux. Le sommeil est très important. Oui, puis c'est pertinent ce que tu disais tantôt. En fait, cette approche-là s'applique beaucoup aux vétérans parce que, tu l'as dit tantôt, en présence de lombalgie, il y a souvent de la comorbidité et c'est le vécu de nos vétérans canadiens. Donc, c'est clair qu'une approche comme celle-là serait tout à fait... je dirais, parfaite pour tenir compte des différentes composantes qui peuvent contribuer à produire de la douleur chronique chez ces gens-là. Oui, c'est ça, de tenir compte de la réalité. Puis souvent, chez les vétérans, la douleur est installée depuis un petit bout. Ce n'est pas un événement récent, c'est souvent peut-être même plusieurs événements concomitants. Il y a peut-être eu des pauses là-dedans, puis il y a un cumul. Puis là, on arrive à un certain moment dans la vie, puis là, ça ne marche plus, là, c'est ça. Donc là, c'est important d'aller voir c'est quoi les différentes cibles thérapeutiques, mais pas juste d'un aspect biologique, si on veut. Je pourrais prendre l'exemple de l'imagerie. Est-ce que l'imagerie peut nous aider? Oui, mais vous vous rappelez que l'imagerie a souvent ce qu'on pourrait appeler des faux positifs. Je vais rendre ça très pragmatique. On va au centre d'achat un dimanche après-midi, on prend 100 personnes qui n'ont pas de symptômes. On leur demande avez-vous mal au dos? Non. On les rentre dans un scan ou un IRM, puis à peu près 30 à 40 personnes sur les 100 qui vont avoir des trouvailles à l'IRM. Donc, des fois, ça peut être aidant, mais pas toujours. Donc, de là l'importance de comprendre le patient dans son ensemble et pas juste comprendre les vertèbres ou les structures du dos du patient. Oui, parce que comme on le disait dans le titre de la présentation, on ne traite pas des vertèbres ou des structures, on traite les personnes. Alors, il faut avoir une approche très holistique. Très intéressant tout ça, Yannick. Écoute, je ne sais pas s'il y a... est-ce qu'il y aurait des choses, selon toi, qui pourraient être faites à la maison pour participer à la gestion de la douleur lombaire? Tu sais, les gens, souvent, quand ils sont actifs dans leur traitement, ben, les résultats sont meilleurs. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais recommander de faire à la maison pour participer à la gestion de la douleur chronique, que chaque personne puisse faire un petit peu sa part, dans le fond? Oui, c'est ça. Puis l'exemple que je peux mettre de façon, encore une fois, très pragmatique, c'est l'exemple un peu que j'utilise quand je donne des formations aux cliniciens. Notre job aux cliniciens, là, c'est de donner des cartes aux patients pour qu'ils puissent gérer sa douleur. Puis des fois, ça ne sera pas toujours des as de cœur. Là. Des fois, il va y avoir un 7, un 4, un 8, etc. Mais qui est au courant de ces cartes-là? Là? Puis je fais une analogie. Là. Ben, c'est le patient lui-même. Là. Le patient, là, la personne qui a mal dans son quotidien est capable souvent, des fois, elle ne sait pas, c'est peut-être pas toujours explicite, mais d'identifier qu'est-ce qui fait du bien, même si c'est 5%, puis qu'est-ce qui l'irrite. Puis l'idée, c'est de rentrer des stratégies là-dedans. C'est quoi aussi qu'elle fait comme dans son parcours? Est-ce qu'elle utilise des stratégies de pacing? Est-ce qu'elle modère un petit peu ses activités? Ou, aussitôt que ma douleur passe de 6 à 2, j'en profite pour tout faire mon ménage, mes commissions, puis tout ce que j'ai à faire. Puis là, je remonte à 8 pendant 2 jours. Ah, bien ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Mais moi, ce que je peux dire aux gens, là, c'est
la chose la plus importante, c'est vraiment bouger. Mais je sais que ça peut être très dur, puis même contre-intuitif. Fait que là, les gens vont dire « Hey, Yannick, tu me demandes de bouger, mais j'ai mal à 7-8 sur 10, puis ça va me faire mal quand je vais bouger. Je vous comprends. Mais si on bouge pas, ça va être pire. » Fait que l'idée, qui peut être contre-intuitif, c'est de continuer à bouger, mais avec les bons paramètres. Puis là, mais les paramètres, souvent, ont besoin, je prêche pour ma paroisse. Il faut démystifier, en fait, tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger à bouger et il est possible qu'il y ait de la douleur, mais en bout de ligne, c'est peut-être ce qui va faire en sorte qu'on va demeurer fonctionnel et autonome et peut-être que la douleur va être réduite éventuellement. Oui, c'est ça. Puis si on met les bonnes cartes au bon moment, puis si on bouge de la bonne façon, puis, tu sais, pas assez bouger, c'est pas bon. Trop bouger, c'est pas bon non plus. Fait qu'à quelque part, c'est trouver le juste milieu, mettre les bonnes stratégies. Est-ce qu'aller voir un professionnel de la santé pour se faire aider un peu à mettre ces stratégies-là en place? Je pense que ça serait une très bonne idée. Là, tu vas dire que t'es biaisé, puis je pense que tu as raison. Mais je pense que les gens ont besoin d'être soutenus quand même. Puis aussi, garder en tête que la douleur, tu sais, ça relève de la perception. Là, puis si des gens, quelqu'un vous dit la douleur est dans votre tête, là, ben, oui, elle est dans votre tête, mais non, la douleur est bien réelle. Là. Elle existe, cette douleur-là. Elle existe, là, exactement. Puis ce qu'on peut peut-être dire aux gens, c'est que la douleur, la source principale n'est pas toujours dans vos vertèbres. Des fois, elle peut venir de cognition, de croyances, quand on est stressé, quand on a des émotions négatives. C'est sûr que c'est quelque chose qui va augmenter le volume si on veut de la douleur. Tout à fait. Ça va catalyser le symptôme un petit peu, là, l'augmenter. En fait, ce que je comprends, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut penser que dans bien des cas, la meilleure personne pour trouver les solutions, ça peut être le patient. Et il faut arriver à le soutenir puis à identifier ces choses-là. Mais de toute évidence, le patient peut nous en dire beaucoup sur sa condition puis faire en sorte le patient connaît plus sa condition que le clinicien va connaître la condition. Donc, la job de clinicien, c'est de soutenir le patient, peut-être faire ressortir certains éléments, lui donner des cartes pour être capable de mieux gérer ça. Mais je pense que ça se fait ensemble. C'est pas une approche top-down. Non, tout à fait. C'est ça. Écoute, Yannick, tout ça est extrêmement intéressant. On aurait pu en parler pendant au moins 1 heure et plus. Je voudrais vraiment te remercier. Un immense merci, Yannick, pour toutes ces informations très pertinentes que tu nous as données aujourd'hui. C'était un plaisir de te retrouver, d'être avec toi. J'ai appris des choses. Puis je rappelle aussi à nos auditeurs et nos auditrices que vous pouvez nous donner votre avis sur l'émission ou pour avoir plus d'informations sur la douleur chronique, vous pouvez consulter notre site Internet à Vétéran Douleur Chronique, vétéran avec un S dans un seul mot, .ca. Ou vous pouvez nous suivre sur Facebook ainsi que sur Twitter au pseudo @chronicpain.coi et Instagram au pseudo @chronicpain _COE. Alors, je vous rappelle aussi que le podcast le plus douloureux, c'est produit pour le Centre d'excellence sur la douleur chronique par Story Studio Network et Eye Contact Productions. Alors, merci encore, Yannick. On va sûrement se retrouver dans d'autres conditions aussi agréables, j'en suis sûr. Ben, merci de l'invitation et ça me fait un grand plaisir. Merci, Luc. Parfait. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, merci. Au plaisir de vous retrouver bientôt et prenez bien soin de vous.